Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième webinaire sur la problématique de la chaleur. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Emmanuel Poncet qui coordonne la e-communauté énergie du CNFPT pour vous parler des formations qui sont liées à cette problématique. Et on attaquera ensuite le vif du sujet avec aujourd'hui une présentation d'une charte Chaleur Bois Territoire avec Merci. Énergie Partagée, mais également d'autres intervenants. Merci Julien, bonjour à tous. Oui, alors un retour rapide sur ces 4 webinaires dont nous avons ici aujourd'hui le dernier sur la chaleur et le froid renouvelable, avec, on va dire, l'axe de l'adaptation au changement climatique qui a été traité et qui, bien sûr, ressort à chaque fois, à chaque session, à chaque webinaire. Tout ça pour vous dire que les comptes rendus vous seront rappelés aussi, sont inclus dans l'e-communauté, les comptes rendus de ces différents webinaires avec les présentations correspondantes. Donc là, je remercie nos 3 intervenants qui se présenteront de manière complète et correcte avec Julien sur ce sujet complémentaire qui vise à mobiliser les acteurs sur la chaleur bois, précisément, et sur, bien sûr, la question de la préservation des ressources. Donc, dans l'offre de formation qu'on évoquera tout à l'heure, on en reparlera. Alors, associé à ces 4 webinaires et ces comptes rendus, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, on monte un groupe de travail avec l'ADEME et CEREMA qui ont répondu présents, et on essaie de mobiliser des agents territoriaux qui travaillent sur les réseaux de chaleur et de froid. Voilà, donc là, je fais encore une fois à nouveau un appel à candidature. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi si vous souhaitez intégrer ce groupe de travail qui est à la fois sur la conception et sur l'animation de sessions de formation. Bien sûr, ce sont des travaux rémunérés par le CNFPT. Voilà. En ce qui concerne l'offre de formation, donc je vous rappelle ici dans la zone d'échange les 4 codes stages principaux sur chaleur et froid renouvelable, d'accord. Inscrivez-vous sans tarder parce que les sessions du premier trimestre notamment sont déjà bien pleines. Donc allez voir rapidement si vous êtes intéressé et si vous avez besoin de formation à vous inscrire donc pour le second trimestre et le second semestre. Voilà. Donc n'hésitez pas, il reste des places. Et donc, je vous invite aussi à vous manifester auprès de moi. Je vous ai indiqué l'adresse mail si vous souhaitez intégrer le groupe de travail. Voilà. Pour la suite, pour ce premier semestre 2026, on va réorienter, on va dire, l'axe thématique vers les questions de territorialisation de l'énergie, c'est-à-dire circuit court, d'accord, de production-consommation, avec un axe solidarité et cohésion sociale sur les territoires. Voilà, donc les dates vous seront annoncées prochainement à travers les communautés pour des webinaires à venir jusqu'au mois de juillet. Voilà, bon webinaire à tous et à très bientôt. Merci Emmanuel. Et du coup, sans tarder, je vais passer la parole à un trio composé de Maxime Bourgault, qui est animateur national chez Énergie Partagée, Nicolas Lepin, qui est un spécialiste, on va dire, de la chaleur bois, et Christophe Nicorosi, pour vous présenter le travail autour d'une charte chaleur bois qui donne directement accès à un bonus sur le fonds chaleur ADEME. Donc voilà, c'est à la fois des engagements autour d'une filière, mais aussi qui donnent des avantages pour des projets concrets. Donc bon webinaire à toutes et à tous, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup Julien. Du coup, je vais commencer pour l'introduction. Donc moi, je m'appelle Maxime Bourgault, je travaille chez Énergie Partagée depuis 2 ans, notamment sur les thématiques chaleur renouvelable qui nous occupent aujourd'hui. Il y aura Nicolas Lepin qui est, donc comme le disait Julien, avec moi aussi et qui est à la fois membre d'un des opérateurs chaleur renouvelable de notre mouvement ERE43 et qui co-anime avec moi la communauté des opérateurs chaleur citoyens. Et on aura aussi Christophe Nicorosi qui témoignera sur un projet qui a été mis en place en co-construction entre un opérateur chaleur de notre mouvement Forest ENR
et une collectivité au Bourget du Lac. Et donc Christophe pourra du coup vous parler de comment on peut aussi mettre en place des coopérations sur ce type de projet entre collectivités et opérateurs chaleur citoyens de notre mouvement. Donc pour commencer, je ne sais pas à quel point vous êtes toutes et tous familiers du mouvement énergie partagée, de l'énergie citoyenne. Donc je vais commencer par peut-être représenter un peu tout ça rapidement. Donc vous dire que nous, donc énergie partagée, on est le mouvement qui en France coordonne ce qu'on appelle l'énergie citoyenne. Et donc, quand on parle, nous, d'énergie citoyenne, l'idée, c'est en fait de pouvoir monter des projets où on implique des collectivités et des habitants dans le financement, le pilotage et la gouvernance de projets locaux d'énergie renouvelable. Donc, le mouvement énergie partagée, il a été fondé autour d'une charte où donc, l'objectif, comme je disais, c'est vraiment d'impliquer les habitants dans le financement et le pilotage des projets. On est scindé en deux, entre une association qui est plutôt chargée de sensibiliser, de fédérer les différents acteurs qui œuvrent sur l'énergie citoyenne en France. Et on a aussi une partie coopérative qui en fait permet de piloter différents outils financiers qui permettent d'appuyer les acteurs locaux pour en fait financer des projets d'énergie renouvelable. Parfois, donc les fonds citoyens directs sont pas forcément suffisants et donc l'énergie partagée coopérative gère un outil d'investissement qu'on appelle énergie partagée investissement, qui permet donc de collecter de l'épargne citoyenne partout en France et donc derrière ça de le réinvestir cette épargne citoyenne de manière intermédiaire dans des projets citoyens un peu partout en France et donc d'aller compléter l'épargne dans des projets où il y aurait besoin de fonds supplémentaires pour pouvoir investir dans le projet. Donc ça, c'est le mouvement de le mouvement énergie partagée un peu de manière générale. Et donc, nous, ce qu'on appelle citoyens, c'est donc les projets de production d'énergie renouvelable qui ouvrent donc majoritairement leur capital au financement collectif, avec la prise de participation de citoyens, de collectivités, ou de sociétés d'économie mixte et avec au pilotage des acteurs locaux qui agissent dans l'intérêt du territoire et des habitants. Et donc, pour définir ce qu'est un projet citoyen, on a bon, j'y reviendrai à cette slide juste après. On a en fait un label énergie partagée avec un ensemble de critères qui nous permettent de nous définir ce qu'on considère comme des projets d'énergie citoyenne. Donc, dans ce label, il comprend 15 critères. Donc, je reviens pas sur l'ensemble des critères avec 5 grands axes qui sont l'intérêt territorial, la dynamique locale, la gouvernance partagée, la finance éthique et des critères sur l'écologie et l'environnement. Et donc, autour de ça, on a sur notre site disponible un guide de labellisation qui détaille l'ensemble des critères et une boussole pour mettre en avant la procédure et expliquer comment ça fonctionne. Donc parmi les principaux critères à avoir en tête pour, pour mettre en œuvre des projets qu'on considère, citoyens, il faut qu'en fait, au moins 40 de l'investissement dans le dans la société de production d'énergie renouvelable soit porté par des acteurs locaux ou citoyens. Donc typiquement donc des coopératives, citoyennes qui sont, à la base de notre mouvement. Et également, ça peut être des collectivités qui investissent notamment, via des sociétés, d'économie mixte. Dans les critères, on a aussi donc la gouvernance partagée. Donc l'idée, c'est que ce soit des sociétés de projet qui fonctionnent, de manière, coopérative avec des principes de transparence, des garanties sur, le maintien dans la durée, et d'acteurs locaux et citoyens et que la finalité du projet, puisse, servir le territoire. Donc voilà, donc ça c'est sur ce label qu'on se base pour définir, ce qu'on considère comme des projets, citoyens. Et en fait, donc sur la chaleur, historiquement, le mouvement énergie partagée s'est plutôt développé autour de la filière,
électriques, notamment solaires. C'était beaucoup des projets avec des coopératives qui montaient des petits projets solaires. Et il y a donc depuis 10 ans, la chaleur citoyenne qui s'est développée de plus en plus. Donc là, dans nos chiffres clés, on communique sur 64 projets d'énergie citoyenne sur la filière chaleur bois. En réalité, si on prend les projets sur notre carte, on serait peut-être même plutôt autour de 80 projets au jour d'aujourd'hui. Et donc, ces projets-là, ce sont contrairement à la filière électrique, on a des projets qui sont davantage portés par ce qu'on appelle nous des opérateurs énergétiques territoriaux citoyens, qui sont en fait des organisations qui vont en fait englober différents acteurs d'un territoire pour produire et distribuer de l'énergie. Donc en fait, ils vont gérer la complexité de différentes opérations en intégrant à la fois le développement, l'investissement, la réalisation et l'exploitation de projets de chaleur. Donc du coup, ils s'appuient sur des ressources du territoire, que ce soit donc des ressources naturelles avec le bois ou des ressources humaines en employant donc des gens en local pour monter le projet. Et l'idée, c'est de pouvoir maximiser les retombées locales des projets pour que ce soit des projets véritablement au service du territoire. Et donc, c'est un modèle de production et de consommation d'énergie qui a pour objectif aussi de contribuer à l'autonomisation énergétique du territoire et de s'inscrire dans des dynamiques plus globales de transition écologique et énergétique du territoire. Donc nous, sur la filière chaleur renouvelable citoyenne de manière globale, elle s'est du coup effectivement beaucoup, construite autour de cette filière, chaleur bois, essentiellement sur des, petits réseaux de chaleur sur lesquels, des plus gros opérateurs, type Dalkia se positionnent pas forcément car ils le jugent pas assez rentable, pour leur modèle, économique. Et donc c'est des projets souvent en partenariat avec, des collectivités sur des bâtiments communaux, des écoles, des piscines ou alors sur des EHPAD. Enfin, on a différentes typologies de projets au sein du mouvement. Au niveau de la localisation des projets, on commence à en avoir dans pas mal de régions différentes. Historiquement, cette filière-là, chaleur renouvelable citoyenne, elle s'est surtout développée dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes, notamment avec les opérateurs un peu historiques du mouvement. Donc on a Forestener, ERE 43 dont, Nicolas qui est là aujourd'hui est un représentant ou, 10 watts par exemple. On a aussi, l'Occitanie où on a 2 opérateurs, en activité et un opérateur émergent et on a d'autres régions où des opérateurs, émergent et commencent à se monter et à mettre en place leurs premiers projets, notamment, en Normandie, ou en Bretagne. Et donc à chaque donc ces opérateurs énergétiques territoriaux, c'est souvent donc des sociétés, des SIC, des sociétés d'intérêt, coopératives qui, vont en fait, intégrer, des acteurs, de la chaleur et se mettre ensemble pour, maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, intégrer les compétences de ces différents acteurs de la filière en allant de l'amont jusqu'à l'aval, donc en allant de l'approvisionnement en bois jusqu'à la vente de chaleur clé en main, ce qu'on appelle, dans notre jargon, une offre de l'arbre au radiateur sur laquelle du coup ces opérateurs, territoriaux, ils peuvent en fait maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. Pour un peu préciser, comment ces projets, de chaleur renouvelable citoyenne se mettent en place, ils doivent, pour se développer, s'inscrire dans les critères, du label, énergie partagée que je décrivais précédemment. Et en plus de ça, ce qui a été fait, c'est, un travail pour construire et développer, une charte qu'on appelle la charte, chaleur bois et territoire, qui a été développée par, différents acteurs, d'énergie partagée et du mouvement de l'énergie, citoyenne, en général. Donc en fait, pourquoi il y a cette charte qui a été développée? C'est qu'en fait, historiquement, du côté d'énergie partagée, on a un des 5 axes, de notre label, comme je disais, qui est sur les, critères liés, à l'aspect environnemental et à l'écologie. Et donc progressivement, on a des chartes filières qui ont été développées, sur différentes filières pour pouvoir, préciser les critères, d'évaluation,
de notre côté, côté énergie partagée sur cet axe écologie, l'idée c'est en fait d'essayer d'aller plus loin que le seul cadre réglementaire sur ces enjeux environnementaux. Et donc progressivement, on a eu une première charte qui a été créée sur la méthanisation, puis ensuite sur l'hydro, le PV au sol. Et donc l'année dernière, en juin 2024, au moment de nos rencontres nationales de l'énergie citoyenne, on a sorti la charte chaleur bois et territoire, qui vise donc à venir préciser sur les critères environnementaux, qu'est-ce que nous on pousse du côté des énergies partagées, quel type de projet chaleur bois citoyenne on a envie de développer, et quels sont nos critères pour que un projet soit considéré comme citoyen et puisse donc s'inscrire dans notre mouvement. Et cette charte, ça a plutôt, ça a vraiment été un travail de co-construction avec une méthode de travail qu'on avait déjà éprouvé avant sur les autres chartes filières du côté d'énergie partagée, avec l'idée donc de pouvoir se mettre d'accord au sein du mouvement sur des critères communs d'évaluation des projets développés. Et donc on a pour ça, on a associé un panel de différents acteurs, et partenaires, du mouvement, notamment des opérateurs chaleur bois de notre mouvement qui eux-mêmes développent des projets pour avoir des critères d'évaluation un peu spécifiques et qui complètent, la partie plus générale qui est déjà incluse dans le label. Et c'est vrai que sur cette filière chaleur bois, c'était d'autant plus important il y a un enjeu, parce que c'est de pédagogie auprès du public et aussi c'est une filière où l'impact environnemental et territorial du projet sera bien différente selon les choix effectués. Donc il y avait un enjeu à pouvoir développer cette charte pour montrer aussi l'exemplarité des projets développés dans le mouvement. Et cette charte, elle vient aussi notamment apporter des précisions supplémentaires sur des actions à mettre en place, en plus des critères environnementaux, sur l'animation, la gouvernance locale, qui sont aussi des critères inclus dans notre label et qui sont précisés dans la charte avec, pour mettre en avant l'importance que les opérateurs chaleur, énergie partagée mettent en place aussi une dynamique de sensibilisation et de communication auprès du territoire pour, informer sur les projets qui sont, développés. Donc voilà un peu pour, l'introduction, et le contexte autour de cette charte. Donc là, on va pouvoir, ensuite, rentrer un peu plus, dans les critères et le contenu un peu de cette charte. Sans, vous détailler l'ensemble, on vous enverra ensuite, le lien pour que vous puissiez la consulter et la lire, en entier si ça vous intéresse. Mais je vais laisser, Nicolas, présenter un peu les différents critères qui sont regroupés en 4 grandes catégories. Merci Maxime. Je prends le relais effectivement. Alors je sais pas qui est-ce qui passe les slides. Est-ce que je peux les passer moi-même? Ouais, tu Oui, peux merveilleux, impeccable. Donc effectivement, donc moi j'ai fait partie des acteurs qui ont participé à la rédaction de la charte, qui je précise d'emblée est on est content de ce travail et il a vocation à être bonifié par l'expérience, par les retours et par aussi les évolutions des réglementations. Voilà. La première mouture. Alors attendez, j'essaye de. Ok, c'est bon. Donc voilà, il y a dans la première mouture de cette charte, il y a quatre grands critères. Il y a les critères qui vont être relatifs à la démarche énergétique. Il y a des critères qui vont être relatifs à la ressource bois, des critères relatifs à la gouvernance de l'opérateur, et il y a des critères qui concernent plus spécifiquement les aspects environnementaux. Donc je vais vous les présenter en résumé, puis comme l'a dit Maxime, vous y avez accès aussi sur le site d'énergie partagée. Je pense que le lien peut être partagé dans la conversation. Donc côté démarche énergétique, l'enjeu ça a été de se dire voilà, qu'est-ce qu'un projet qui est énergie partagée va vouloir soutenir. Déjà il va falloir avoir un projet basé essentiellement sur les énergies renouvelables. Et dans la charte, on va dire les projets, il y a une cible qui est taux de couverture énergie renouvelable supérieur à 95%. Donc on a une charte là qui vraiment pousse les acteurs à aller loin sur ce critère-là. La ligne rouge de la charte, ça va être ça va être en dessous de 80%.
Je sais pas si ça a été dit, mais quand je vais parler comme ça de ligne rouge et de cible, en fait, la charte, comment est-ce qu'elle fonctionne? Il y a sur chaque critère, généralement, qu'est-ce qui est OK du point de vue du critère, qu'est-ce qui est une ligne rouge, et puis qu'est-ce qui est passable, mais si possible à améliorer. Et c'est en fait l'analyse de l'ensemble de ces critères qui permet de discerner si le projet peut être labellisé ou pas. Donc voilà. Là, je vais parler donc quand je dis la cible, c'est vraiment le top. Ce que le label vise, c'est au-dessus de 95% de taux de couverture ONR. Après, sur autre critère qui est relatif à est-ce qu'on s'est intéressé aux bâtiments à proximité ou pas. Généralement, il y a beaucoup de réseaux qui se font, qui sont portés par soit des collectivités, soit des maîtres d'ouvrage privés, et du coup pour lesquels il n'y a pas forcément une stratégie d'aller raccorder tous les bâtiments ou de poser la question aux bâtiments qui sont sur le tracé, parce que par expérience, effectivement, c'est pas toujours simple de rajouter des acteurs dans un tour de table. Néanmoins, c'est un souhait du mouvement d'inciter et de poser la question est-ce que les bâtiments et notamment aussi les riverains qui seraient à proximité ou sur le tracé du réseau ont été questionnés. Voilà, donc là, vert, oui. Et la ligne rouge, c'est s'il y a eu vraiment aucune démarche de réaliser en direction de ces bâtiments et que l'opérateur est pas capable de justifier ça. Ça, c'est une ligne rouge. Donc je continue. Après, il y a un critère relatif, enfin un sous-critère relatif à la sensibilisation autour des réductions de consommation. Où là, c'est pareil, ça fait partie un petit peu des fondamentaux du mouvement et on a souhaité le réaffirmer et le décliner ici dans cette charte filière en valorisant les projets qui mèneraient clairement des actions de sensibilisation à la sobriété auprès des consommateurs. Ça veut dire que c'est pas juste oui, on en parle, mais qu'il y a clairement des actions qui sont prévues régulièrement, par exemple à l'occasion de réunions annuelles ou des bilans annuels. La ligne rouge, c'est s'il n'y a absolument rien de prévu, aucun conseil sur les factures, pas de réunion prévue qui en parle, ça c'est une ligne rouge pour le mouvement. Avant-dernier critère un peu sur ce sujet, donc ça sous critère, c'est sur alors je pense pas que ce soit la dernière version, c'est pas grave, j'avais rajouté un petit point, c'est pas bien grave. C'est ce qui concerne la maîtrise de l'énergie. Donc là, pareil, c'est est-ce que l'opérateur a prévu des actions pour limiter tout ce qui va concerner les déperditions au niveau de la production, au niveau de la distribution, notamment pour les projets qui fonctionnent toute l'année, avec les périodes estivales qui sont pas évidentes à gérer en termes de maîtrise des pertes. Voilà, donc qu'est-ce qui a été prévu en termes, je sais pas, d'hydroaccumulation, de niveau de performance des réseaux, donc de niveau d'isolation des canalisations et autres, etc., de pilotage des débits. Donc là, c'est pareil, c'est un critère sur lequel on souhaite que l'opérateur s'exprime, avec une ligne rouge qui a rien de trop prévu là-dessus, que l'opérateur n'a rien prévu pour réduire les pertes durant les différentes périodes de l'année. Voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne démarche énergétique du projet. Après, on va avoir des critères qui vont concerner plus spécifiquement la ressource bois. Donc là, en fait, en préambule, les acteurs ont convenu, les co-rédacteurs de la charte ont convenu qu'il ne s'agit pas comment dire, de partir du présupposé que le bois énergie ce serait bien par essence, mais plutôt de considérer que le bois énergie a des impacts environnementaux et notamment liés à la manière dont la ressource bois est gérée et du coup aussi, et du coup que c'est important d'avoir des critères qui permettent d'adresser ça et le mieux possible sans être trop dogmatique, le mieux possible d'arriver à trouver des critères qui permettent d'évaluer si le projet, durant son développement et durant après les 15, peut-être 20 années de son exploitation, va permettre de s'appuyer sur des circuits les plus vertueux
que ce soit des circuits courts et des pratiques de gestion de la ressource qui soient les plus vertueuses possibles. Donc là-dessus, on a plusieurs sous-critères qui vont. Donc il y a notamment en phase de développement, est-ce que les ressources locales ont bien été étudiées et analysées? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets finalement qui passent très vite là-dessus en disant oui, il y a du bois donc c'est bon. Mais en fait, quel bois, d'où vient-il? Est-ce que la hiérarchie des usages, qui est un des principes fondamentaux pour la limitation des impacts environnementaux du bois énergie, a été respectée? Est-ce que les acteurs locaux à ce niveau-là ont bien été associés aux réflexions sur le plan d'appro? Donc là, les lignes rouges là-dessus, c'est il y a rien qui est mis en évidence là-dessus. Le plan d'appro n'a pas été construit en cohérence avec les ressources locales. Et il y a des critères qui vont, donc un sous-critère qui est relatif à l'efficacité énergétique de la chaîne d'appro et donc du transport du bois, où là on a proposé un critère sur l'efficacité énergétique du transport, qui est en gros on invite l'opérateur à mesurer la quantité d'énergie qui va être transportée par kilomètre routier, en gros, selon si les appros sont prévus par des petits camions ou par des gros camions, et avec une ligne rouge qui est en dessous d'un certain niveau d'efficacité, ce qui revient à dire si jamais vous devez faire circuler des camions de 20 mètres cubes sur 100 km, c'est une ligne rouge. Si vous devez faire circuler des semis sur 400 km, c'est une ligne rouge. Voilà. Mais le critère est suffisamment souple pour finalement s'adapter à différentes configurations d'approvisionnement qui pourraient être parfois des approvisionnements très locaux avec des petits volumes livrés, comme des appros plutôt par semis de 80 ou 90 mètres. On a des sous-critères sur la traçabilité, avec une ligne rouge qui est s'il y a aucune traçabilité derrière en phase d'exploitation qui est possible sur la provenance du bois, c'est une ligne rouge. Et puis on a des critères là-dessus sur la ressource bois qui sont aussi sur est-ce qu'en interne de l'opérateur ou sur le territoire il y a un espace de concertation avec ce qu'on a tendance à appeler l'amont de la filière, donc on va dire les acteurs, fournisseurs, propriétaires, gestionnaires de la ressource. C'est-à-dire que là, si l'opérateur n'organise rien et que sur le territoire il y a rien qui existe comme espace pour échanger sur les stratégies de gestion forestière ou de gestion de bocagère à l'échelle territoriale, c'est une ligne rouge. Donc ça, si vous voulez, ce type de sous-critère, il peut paraître un petit peu compliqué, mais l'idée c'est de se dire, si on met un critère un peu bête, un peu dogmatique en disant on veut que la ressource soit gérée durablement, donc soit on dit des généralités mais on n'a aucun moyen derrière de la contrôler. Si c'est durable, pas durable, c'est très compliqué. Donc là on a préféré se dire finalement un des moyens, nous en tant qu'opérateurs, qu'on observe et qu'on pratique, on voit bien que si jamais on n'a aucun espace pour parler avec nos fournisseurs, pour parler avec les gestionnaires forestiers, il y a très peu de probabilité qu'on puisse déjà savoir ce qui se passe concrètement, savoir comment la ressource est gérée. Donc, une des conditions de réussite, en tout cas, c'est déjà de se rapprocher, et c'est du coup, du point de vue du label, est-ce qu'il y a un espace, au moins annuel, pour parler des modes de gestion forestière, bocagère notamment, de la ressource. Voilà, je m'arrêterai là sur ces critères relatifs à la ressource bois. Et après, on a deux autres critères. Donc, un qui concerne les critères liés à la gouvernance. Donc là, globalement, il y a deux sous-critères principaux. Un qui est, et qui, on va dire, fait écho à ce que j'ai dit avant. Est-ce que au sein de l'opérateur, les parties prenantes, les acteurs qui sont liés justement à la gestion de la ressource bois sont intégrés? S'il y a aucun acteur présent dans l'opérateur, c'est une ligne rouge. Voilà. Donc un opérateur qui n'aurait que finalement en son sein, qui n'aurait pas en son sein d'acteurs, soit gestionnaires, propriétaires et ou acteurs de la transformation dans son tour de table, là c'est une ligne rouge. Et bien sûr le critère est OK si on a un ou plusieurs des acteurs dans le tour de table.
Et on a un critère un petit peu symétrique du côté des bénéficiaires de la chaleur, qui dit que on a une attention à ce que les bénéficiaires, donc c'est pas forcément les consommateurs finaux. C'est-à-dire que par exemple une collectivité qui serait autorité délégante d'une DSP, par exemple, sur un réseau de chaleur, si elle est associée de l'opérateur, le critère devient OK. Donc là, on parle de l'intégration des bénéficiaires au sein de l'opérateur. Et donc la ligne rouge, c'est les bénéficiaires ou les co-contractants sont exclus des choix de conception, donc en fait sont exclus de la conduite du projet. Et enfin, le dernier critère, c'est les critères relatifs aux impacts environnementaux. Donc là, il y a déjà des choses qui sont adressées par la réglementation. Donc l'idée, c'est pas de redire la réglementation, mais c'est de voir s'il y a des éléments qui vont plus loin que la réglementation. Donc là, on s'est intéressé à principalement deux choses. La première chose, c'est ça recoupe aussi avec les aspects de gouvernance, mais c'est de se poser la question, est-ce que les parties prenantes concernées, que ce soit du côté des consommateurs, des habitants du territoire ou du côté des producteurs, sont-ils associés, oui, non, en phase de développement, en phase de travaux et en phase d'exploitation? Et un des principes du mouvement énergie partagée, c'est de considérer que si les acteurs et habitants sont complètement exclus sur ces trois phases, que c'est une ligne rouge, que l'objectif, c'est justement de pouvoir avoir des espaces de concertation auprès des acteurs qui seront concernés par les impacts environnementaux, que ce soit pour expliquer ce qui va être mis en œuvre pour réduire les impacts, que ce soit pour recueillir des demandes spécifiques. Voilà, donc là, les lignes rouges, c'est du type aucune démarche de concertation n'a été engagée, aucun espace de communication n'existe, que ce soit en phase de travaux ou en phase d'exploitation. Ça, c'est les lignes rouges. Et alors, il y a un critère aussi là qui concerne qui revient sur le fait d'inciter au raccordement des petits bâtiments sur les tracés, qui en fait adresse un sujet que j'ai déjà expliqué, qui est quand on a un réseau qui se fait, parfois on passe à côté de bâtiments sans trop leur poser la question de leur raccordement. Là, on revient là-dessus parce qu'en fait, souvent, et notamment dans les bourgs ruraux, par exemple, on a pas mal de bâtiments devant lesquels on passe, qu'on va pas forcément aller enquêter, et qui sont des bâtiments chauffés au fioul, ou pour lesquels, en tout cas, les solutions de substitution du fioul sont pas si évidentes que ça. C'est pas toujours évident d'aller mettre des packs dans toutes les maisons de bourg, dans tous les appartements. C'est pas forcément évident d'aller mettre des chaudières à granulés dans ces maisons. Et du coup, on le raccroche finalement à ces enjeux environnementaux, de se dire c'est important dans les phases de développement de projet de regarder s'il n'y a pas justement des chaufferies fuel qui traînent sur les tracés des réseaux pour profiter d'un projet qui se développerait pour permettre à des bâtiments de pouvoir faire leur contribution à la transition énergétique. Et enfin, dernier sujet qui est le sujet des réductions des émissions de particules. Donc là, il y a déjà des choses, c'est un sujet qui est quand même déjà pas mal adressé par la réglementation, et notamment par aussi le fonds chaleur ADEME, les critères du fonds chaleur. On a simplement, il n'y a pas de ligne rouge, mais on a simplement encouragé les projets qui mettent en place une démarche de réduction des émissions particulaires au-delà de la réglementation. Voilà. Donc là, ça permet de dire que d'encourager et de mettre en vert, on va dire, les projets qui iraient plus loin. Ça veut dire dans les cas où, par exemple, il n'y a pas de filtre à particules qui est exigé, si un projet en met quand même un en œuvre, on valorise ce projet. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Tous ces critères, vous les retrouvez du coup dans la charte. Comme j'ai dit, cette charte elle a vocation à vivre, et donc elle est déjà utile pour deux choses. D'une part, la labellisation des projets, on va dire, sert à l'octroi des financements d'énergie partagée d'investissement, d'une part, et deuxièmement, la labellisation est aussi aujourd'hui le critère que regarde l'ADEME pour attribuer le bonus citoyen dans le cadre du fonds chaleur.
Donc on est assez satisfait déjà de voilà que cette charte finalement à peine mise en œuvre, elle a déjà une utilité et des applications concrètes et elle vise à être bonifiée. Donc on compte aussi sur les acteurs, donc à la fois les opérateurs qui vont vouloir labelliser des projets, mais aussi les collectivités, les partenaires et toutes les structures qui vont vouloir l'utiliser pour potentiellement la bonifier. C'est aussi un outil de travail qu'on va viser ensemble à améliorer au fil du temps. J'en ai terminé pour ce qui est de ma partie, je rends la parole du coup. Ouais, merci beaucoup Nicolas. Juste pour préciser que sur la partie bonus chaleur que tu commençais à évoquer et qui est possible pour les projets qui respectent la charte énergie partagée, on va y revenir juste après, il y aura une partie là-dessus. Et je sais pas si peut-être qu'on peut prendre quelques questions dès maintenant avant que je présente un peu quelques exemples d'opérateurs chaleur pour rentrer plus concrètement et donner un peu de visibilité et mettre en application un peu de certains des critères de la charte. Peut-être qu'on peut prendre une première session de questions. Je vois qu'il y en a une dans le chat. Oui, bien sûr. Complètement, c'est une question liée au coût. De Jonathan Hervé qui se pose la question. Il semblerait que le coût d'un raccordement à un réseau de chaleur pour un particulier était trop élevé. 1000 € du mètre linéaire, donc il est assez ça c'est une première chose, et puis il indique être étonné de ce critère sur l'impact environnemental. Alors, je crois que c'est elle. Ah oui, pardon, c'est elle, c'est moi qui... Merci. Oui. Pour apporter quelques éléments là-dessus, donc effectivement, c'est souvent un frein, il y a un frein effectivement économique. Après, le ratio de 1000 € du mètre linéaire, il va varier un petit peu selon les territoires et les typologies, et voilà. Il y a par exemple des projets sur lesquels il y a de la rénovation de bourgs, il y a des tranchées qui sont faites pour faire des travaux d'assainissement ou autre, donc les 1000 € ils peuvent être amenés à baisser un petit peu. Des fois ça peut être aussi des fois plus élevé. Mais globalement, il y a des cas où vous avez des coûts de raccordement d'un bâtiment, oui, qui vont être autour de 10-15 000 €. 15 000 €, c'est pas plus cher que d'installer une pompe à chaleur aujourd'hui. Donc c'est pas forcément rédhibitoire. Donc l'idée, c'est pas de se dire, il faut tirer des branches de 50 mètres pour chercher une maison, ça a pas de sens au niveau énergétique, mais c'est plutôt de se dire, quand on a un tracé qui est favorable et qui passe vraiment devant des bâtiments, ça vaut le coup. Sachant que dans des bourgs, on parle pas forcément toujours, les bâtiments de centre-bourg, par exemple, c'est pas toujours des petites maisons individuelles. Il y a aussi des fois des grosses bâtisses dans lesquelles il y a plusieurs logements, ou des pros, ou dans lesquels on va avoir des bâtiments qui font facilement 300-400 mètres carrés. Je parle par expérience. Donc en tout cas, ça s'étudie. Après, si un opérateur dit oui, on a regardé, on passait devant 5 bâtiments et on a regardé, c'est trop compliqué, etc. C'est ok. Ce que la charte vise à inciter, c'est en tout cas ne pas considérer par principe qu'on s'intéresse qu'aux gros bâtiments. Tout à fait. Merci. Autre question d'Aude Renolo. En quoi cette charte peut-elle aider les collectivités à s'approvisionner en bois, énergie locale, vis-à-vis justement du Code des marchés publics? Il y a plusieurs sous-questions là-dedans. Si on pense par rapport au Code de la commande publique, pour moi, la charte, elle va pas aider la collectivité ni à pouvoir y déroger ou pas. Il y a des dispositions du Code de la commande publique qui permettent d'avoir des facilités pour le choix de son approvisionneur, de pas forcément mettre en concurrence systématiquement ou autre. La charte, ce qu'elle donne, c'est des lignes directrices de ce que le mouvement aujourd'hui considère comme un projet citoyen. Ce qu'on pourrait dire, c'est que si un opérateur s'engage à respecter le label, on maximise quand même les chances que le projet soit cohérent. Parce que s'il s'engage à respecter le label, ça veut dire qu'il va s'inscrire dans une logique de circuit court, bois énergie, vu les critères qu'on a mis sur les distances d'appro. Ça veut dire que les acteurs de la filière sont intégrés dans l'opérateur. Donc c'est pas juste une ligne dans un budget, mais c'est des gens qu'on voit régulièrement et pour parler des pratiques de gestion et d'exploitation de la ressource. Donc on se donne
des bonnes pratiques, mais on peut pas garantir à 100% que tout sera parfait. Je sais pas si je réponds à la question de Madame Renolo. Eh bien, elle nous le dira qu'elle n'hésite pas à le préciser dans l'onglet conversation si la réponse, je vois qu'elle est en train d'écrire, est pas complètement satisfaisante pour elle. Je passe à une prochaine question. Ouais. Donc sur le coût encore, le coût du raccordement. Et donc là, en lien avec les C2E, le coût de pouce raccordement pour les bâtiments collectifs. Là, c'est Audrey Thomas qui nous parle de ça. Oui, effectivement, ça peut être un levier pour peut-être que Madame Thomas, c'était aussi pour contrebalancer le fait que par principe raccorder un petit bâtiment n'est pas forcément viable. Et effectivement, ça dépend. On peut aussi là, depuis la mise en place des coups de pouce, on peut aussi avoir des configurations dans lesquelles il peut y avoir des grosses sommes d'argent pour aller raccorder des bâtiments qui sont pas forcément des exemples dedans. Ça peut rentrer effectivement dans le cadre des bonus des coups de pouce C2E. Donc effectivement, d'autant plus parfois, ça peut être ça peut être intéressant pour l'opérateur. Oui, tout à fait. Et je vois que Madame Savignon rajoute également les aides que peuvent avoir les particuliers via MaPrimeRénov', même si, comme vous le dites, c'est ces aides-là qui seraient peut-être parfois plus intéressantes à monter parce que elles sont souvent un peu faibles par rapport au coût réel. Et si on compare par rapport aux aides MaPrimeRénov' pour avoir aujourd'hui une chaudière bois chez soi ou autre, elles sont un peu faibles. Mais effectivement, il y a ça aussi. Tout à fait. Et après, juste par rapport à la remarque de Madame Renolo, qui dit qu'on a répondu, on va dire, à la question, mais pas complètement parce que sa question est plus vaste. Il faut pas hésiter ensuite à la poser, pourquoi pas, au sein de la e-communauté énergie, donc du CNFPT, puisque vous retrouverez, comme on l'a dit, l'ensemble des éléments liés à ce webinaire. Et on peut effectivement continuer à poser des questions si on a besoin de réponses complémentaires et qui débordent, pourquoi pas, un petit peu du webinaire. Je vais me permettre juste une reformulation pour Madame Renolo. Si je me mets du point de vue d'une collectivité, si une collectivité, par exemple, dans un appel d'offres, disait la collectivité souhaite que le projet soit un projet citoyen au sens de la charte du mouvement énergie partagée, et par exemple qu'elle mettait un critère d'évaluation dans son appel d'offres là-dessus, voilà, un petit critère pour inciter, de fait, elle s'assurerait déjà sur l'aspect proximité circuit court que le critère 2.2, vous le relirez dans la charte, soit respecté. Et de fait, elle se prémunirait d'avoir un plan, des réponses avec un plan d'appro qui ferait venir du bois depuis 500 km ou plus, quoi. Oui, tout à fait. C'est un levier, exactement. Je propose qu'on continue si vous le voulez bien, puisqu'on a exploré toutes les questions pour le moment de l'onglet conversation. Ouais, ça marche. Merci Vanessa. Et on pourra reprendre des questions à la fin si jamais il y en a d'autres qui vous viennent. En tout cas, donc là, on va passer à une partie où un peu plus mise en application pour vous donner un peu des exemples de différents opérateurs chaleur qui se sont placés du coup dans cette dynamique de respect du label et de la énergie partagée et de la charte chaleur bois et territoire, avec un exemple sur différents critères. Donc au niveau de la gouvernance, par exemple, donc là, moi, je vais vous parler un peu de Forestner, qui est en fait donc un des opérateurs chaleur territoriaux les plus anciens du mouvement. Et donc Forestner, en fait, c'est une société à action simplifiée, une SAS, où le capital et le pouvoir de gouvernance sont dissociés. Et donc en fait, au sein de la gouvernance, il y a eu la mise en place de plusieurs collèges de vote, comme donc avec qui sont en fait territorialisés sur différents territoires où Forestner agit. Et donc c'est des statuts qui ont été choisis pour pouvoir structurer une gouvernance partagée. Et en fait, donc au sein de cette gouvernance, il y a des sociétés de projets qui sont créées pour mettre en place différents projets, notamment une société dédiée pour le
projet chaleur partagée Bourget-du-Lac dont Christophe nous parlera juste après, et qui permet donc ensuite de gérer le réseau en gouvernance partagée. Et donc l'idée en tout cas, c'est que ces différents collèges de vote permettent donc dans ces différents collèges de vote, on a à la fois des coopératives citoyennes, des collectivités, d'autres partenaires de la filière chaleur, qui ont en fait du coup leur mot à dire sur la prise de décision et la gouvernance de l'opérateur Forest ENR. Et donc en fait, ce modèle organisationnel, donc il est basé sur l'assemblage avec ces différents collèges, et ça va ensuite donc derrière, comme je disais, impacter la gouvernance, qui est donc le fruit de la discussion entre ces différents acteurs, avec donc un rôle du président central dans le modèle qui va pouvoir faire le lien entre les différents enjeux politiques et économiques. Il y a aussi un conseil de gestion qui a été mis en place pour équilibrer les pouvoirs. Et il y a l'animation de collèges territoriaux qui donc ont ensuite un rôle lors des votes, lors de l'assemblée générale annuelle. Et donc au-delà de ça, donc pour des projets en particulier, il y a autour de projets, il y a ce qu'on appelle des comités d'abonnés qui peuvent être mis en place et qui permettent d'instaurer un dialogue et une relation de confiance entre les abonnés au réseau de chaleur et les acteurs qui montent le projet. L'idée étant de permettre une bonne compréhension de la dynamique et des choix qui sont faits autour du projet pour s'assurer que ce soit bien compris par les habitants, favoriser l'acceptation au niveau local et assurer la satisfaction de tous. Donc, dans cette dynamique et ce cadre-là, donc on a aussi donc, des actions de sensibilisation et d'animation territoriale qui sont mises en place tout au long de la vie du projet. Donc que ce soit des visites, du chantier, visites de site, des ateliers pour, expliquer comment fonctionne un projet de chaleur bois, pour expliquer, les différentes, et que les gens puissent bien comprendre les différents, composantes de la filière. Et donc en fait, ces projets, ils peuvent être utilisés vraiment comme des outils pédagogiques pour, aborder, à la fois donc les enjeux liés à la filière chaleur bois renouvelable, mais aussi, de manière plus large, les enjeux de transition énergétique, transition, écologique de manière plus globale, de faire des animations auprès de différents publics, notamment, des publics scolaires. Forestener, ils ont notamment organisé des ateliers type, fresques du climat, dans des écoles pour sensibiliser aussi, ben, un public plus jeune à ces enjeux de transition énergétique. Et donc, comme je le disais, ben, c'est un opérateur qui s'inscrit dans la dynamique du label, énergie partagée et de la charte chaleur bois et territoire, et donc c'est un acteur qui a la volonté de respecter les différents critères de la charte et du label, et donc d'assurer la production d'énergie en s'inscrivant dans cette, dynamique-là. Et donc on voit que ça s'applique critères de à l'un des critères, du label énergie partagée, qui est en fait, assurer une majorité, citoyenne dans la gouvernance avec, une place pour les acteurs locaux. Donc là, il y a différentes notes en fonction des projets et de ce que les opérateurs, mettent en place, et donc énergie partagée va du coup, pouvoir évaluer s'il y a bien donc des, acteurs locaux et citoyens qui sont impliqués dans la société de projet. Et donc, ça se fait en regardant le statut et les pactes d'associés notamment, qui permettent de comprendre comment, sont prises les décisions importantes, dans les instances de gouvernance. Donc voilà pour Forestener. Au-delà de ça, donc on a aussi, un critère qui va être regardé, c'est l'actionnariat. Et donc là, j'ai repris l'exemple de ERE 43, qui en fait, a un capital avec, donc différents, types de partenaires. Il y a un collège de salariés, un collège avec les partenaires techniques, un une partie du capital qui est détenue par les bénéficiaires, de la chaleur et de l'électricité quand c'est des projets, photovoltaïques portés par, la structure, et une partie du capital aussi dans un collège de bénévoles et de différents soutiens. Donc en fait,
ERE 43, donc comme d'autres opérateurs chaleur. Donc sont basés sur une approche servicielle pour pouvoir lever les différents freins au développement du bois énergie dans leur territoire, qui est un territoire rural. Et donc c'est pour ça que la coopérative, elle a aussi progressivement intégré différents maillons de la chaîne productive pour pouvoir travailler avec les entreprises locales et optimiser le modèle au niveau économique. Et donc en ayant intégré les différents partenaires au sein de la gouvernance, ça lui permet aussi de réduire les charges et de rendre viable un modèle économique qui est surtout basé sur des petits projets par rapport à d'autres types de réseaux de chaleur qui peuvent être développés par ailleurs dans d'autres lieux. Et donc aussi donc sur le financement de projet, on voit que donc les fonds propres, ça représente une part assez faible de ce qui est amené, et qu'ensuite le modèle, il est aussi basé, comme sur tout type de projet d'infrastructure d'énergie renouvelable, de l'emprunt bancaire, mais aussi sur des subventions, et notamment le fonds chaleur ADEME, sur lequel on va revenir par la suite quand je vous parlerai du bonus chaleur citoyen. Et donc ce focus sur l'actionnariat, il répond aussi à un critère qui fait partie des critères du label énergie partagée, qui est que sur le long terme, la place des habitants, soit donc que ce soit des personnes physiques, donc des personnes physiques qui résident dans le PCI ou le PCI voisin, soient bien actionnaires de la société de projet. Et donc dans la énergie partagée, de notre côté, on regarde donc le nombre d'actionnaires qui sont au niveau local impliqués dans la structure qui développe le projet. Et ensuite, donc un dernier critère, ce qui est donc là plus lié à la charte chaleur-bois en elle-même, sur la gestion de la ressource. Et donc là, c'est l'exemple d'un autre opérateur du mouvement qui s'appelle Beta Énergie, donc qui agit plutôt sur les territoires de l'Auvergne. Et en fait, ils ont véritablement un objectif de pouvoir contribuer à la gestion durable des forêts de leur territoire en valorisant sur des projets énergétiques les plaquettes forestières. Donc, par exemple, dans leur cas, il y a 100 des chaufferies bois de Beta Énergie qui sont approvisionnées par des plaquettes forestières issues des rémanents d'exploitation des massifs forestiers auvergnats. Donc, c'est fait à partir de coupes d'éclaircies ou de coupes de bois d'œuvre. Et donc, ils se sont associés avec un partenaire technique, TFZ, qui produit en fait ce combustible en maîtrisant entièrement les différentes étapes de transformation et d'approvisionnement des chaufferies de Beta Énergie, avec une distance maximum de transport des plaquettes de 50 km. Donc c'est vraiment pour le coup du circuit court et du bois qui est produit en local. Et donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir viser une gestion durable et pérenne de la ressource, avec du coup des choix de combustibles qui sont certifiés avec différentes. Donc là, en l'occurrence la certification Chaleur Bois Qualité Plus, avec une logique de pouvoir d'être dans une logique d'autoproduction. Et donc c'est vraiment des projets qui sont des projets locaux qui se basent sur des ressources du territoire en circuit court. Ce circuit court qui est aussi a des avantages pour le modèle économique des projets en fait, puisque donc des distances de transport trop grandes, ça peut pénaliser le bois énergie, ou alors nécessiter en contrepartie de transporter des plus grandes quantités, et donc de desservir des sites plus gros. Et des circuits très courts, ça permet de fournir aussi une chaleur qui est moins sensible au prix du fuel, qui est lui-même lié au prix du transport, ce qui peut donc être un argument à mettre en avant pour la stabilité du prix. Et donc voilà, comme dans la charte, on a bien, comme le disait Nicolas tout à l'heure, l'objectif de tendre vers une production basée au maximum sur les énergies renouvelables, donc avec au moins 95% de sources issues d'énergie renouvelable, avec aussi des enjeux qui commencent à arriver, une attention grandissante aussi sur le couplage avec le solaire thermique pour combler ce qui n'est pas produit directement grâce à de la chaleur bois. Et c'est des projets qui commencent aussi à arriver dans notre mouvement et sur lesquels on est en train de travailler.
Donc voilà pour cette partie sur un focus rapide sur les différents opérateurs du mouvement, et l'idée c'était de vous permettre de voir aussi comment le la logique et les différents opérateurs du mouvement se mettent en adéquation avec les critères du label et de la charte. Donc je vous présenterai aussi le bonus. Après, s'il y a des questions, on pourra peut-être prendre aussi quelques questions avant de passer au témoignage de Christophe. Et donc tout ça pour vous dire qu'en fait, comme commençait à l'évoquer Nicolas, le respect du label et de la charte chaleur bois territoire, au-delà du fait que l'idée est de tendre vers un modèle le plus vertueux possible, ça a aussi des implications concrètes pour les projets chaleur bois développés au sein du mouvement, grâce notamment donc au fait que la labellisation qui passe par le respect de la charte, ça permet effectivement de pouvoir avoir accès à des offres de financement d'énergie partagée investissement, qui en fait proposent des offres spécifiques pour aider les opérateurs chaleur citoyens à monter des projets en se basant donc justement sur l'épargne citoyenne qui a été collectée au niveau national pour être réinvestie, et donc elle peut notamment être réinvestie dans des projets de chaleur bois citoyens. Mais il y a en plus de ça un bonus citoyen qui a été inclus depuis l'année dernière dans le fonds chaleur de l'ADEME, et qui va en fait permettre aux projets de chaleur bois citoyens et aux projets de réseau chaleur citoyen de manière générale, de ça va leur permettre de bénéficier de fonds supplémentaires qui vont être octroyés par l'ADEME pour des projets citoyens. Donc je rentre un petit peu dans le détail. Donc ce label, en fait, il peut avoir une influence non négligeable sur vos projets, parce que c'est quand même un bonus citoyen qui est à hauteur de 10 des investissements. Donc c'est vraiment voilà, un montant non négligeable qui peut être un argument aussi à mettre en avant et qui peut être un facteur aussi, qui peut vous pousser, différents partenaires à vouloir avancer sur un modèle citoyen pour bénéficier de ces fonds, supplémentaires. C'est donc un bonus qui est réservé aux projets de réseau de chaleur et donc pas pour l'ensemble des, projets, chaleur bois. Si c'est sur un seul site, ça ne sera pas applicable. C'est pour, donc toute filière confondue, mais pour l'instant, les projets de réseau de chaleur, du côté énergie partagée sont essentiellement des projets de chaleur bois, et donc ça montre aussi, une reconnaissance importante de la filière et de l'intérêt qu'il y a, pour, de monter des projets qui soient en fait des projets, citoyens, et pas seulement des projets de chaleur bois classiques, mais qui soient portés par des opérateurs citoyens. Donc on voit que l'ADEME y accorde, une importance. Et donc concrètement, ce bonus, en fait, il s'obtient, assez facilement une fois qu'on est dans les clous, du label et de la charte énergie partagée. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est, se faire labelliser par, énergie partagée pour, bien montrer qu'on s'inscrit dans la démarche, de l'énergie citoyenne. Et donc pour cela, il y a des réseaux régionaux d'énergie citoyenne qui sont, présents dans chaque région, soit portés directement par énergie partagée, soit portés par une association au niveau local, mais qui travaille, en concertation, avec, nous, énergie partagée. Et donc il faut faire la demande de labellisation auprès de ces réseaux régionaux. Je pourrais aussi vous mettre à disposition, on a une carte, des différents réseaux régionaux, selon l'endroit où vous vous trouvez, avec les contacts, avec lesquels vous pouvez interagir. Et donc une fois que vous avez fait cette demande, il y a une évaluation qui est faite en se basant sur les critères du label, en se basant sur la charte. Si vous respectez l'ensemble de ces critères, vous êtes labellisé énergie partagée, et vous pouvez, ensuite faire, la demande, de ce bonus chaleur citoyen auprès, de l'ADEME ou de vos référents sur les contrats chaleur, renouvelables territoriaux. Et donc, pour ça, c'est assez simple en fait, il faut, faire, pour quand vous êtes labellisé énergie partagée, on a une carte en fait de l'énergie citoyenne sur le site énergie partagée, et votre projet du coup va apparaître sur cette carte, ce qui sera la preuve que le projet a bien été, labellisé. Donc le bonus citoyen, qui a été intégré dans le fonds chaleur, il, il fait, écho à différentes, logiques qui ont été pensées, au niveau de l'ADEME,
en collaboration avec nous côté énergie partagée. L'idée, c'était de pouvoir aussi donc aider la filière citoyenne à développer des réseaux de chaleur, puisque ce sont c'est des projets où il faut quand même avoir des montants assez importants pour pouvoir développer les projets. Donc 10% de l'investissement en plus, c'est quand même des montants qui donnent un coup de pouce non négligeable. Ça montre aussi l'intérêt du label énergie partagée, et ça montre que en fait, différents types d'acteurs peuvent avoir intérêt à se mettre en adéquation avec les critères du label, puisque au-delà donc des opérateurs et des coopératives citoyennes, des développeurs privés ou des collectivités, des SEM peuvent aussi se placer dans cette logique pour pouvoir, en fait, ça va aussi les pousser à développer ce type de projet pour pouvoir monter des projets et bénéficier de ce bonus chaleur. En plus de toutes les raisons éthiques, il y a donc une raison économique. Donc c'est vrai, ça peut être un levier pour inciter au passage à l'action et pour stimuler la filière chaleur citoyenne et l'aider à se développer encore plus. Et donc le bonus, il permet bien de reconnaître l'intérêt spécifique de soutenir ces projets de chaleur citoyenne pour faciliter leur mise en œuvre et aider les acteurs de la filière à trouver un modèle économique plus rentable. Et donc, comme je commençais à l'évoquer, donc l'instruction de ce bonus, ça passe, donc là, on a l'exemple en Île-de-France, donc c'est l'ADEME au niveau régional, donc là, donc, en l'occurrence Île-de-France, et les fonds et les coordinateurs des fonds chaleur renouvelable territoriaux qui vont pouvoir instruire le projet. Et donc, au moment où le porteur de projet va faire sa demande du fonds chaleur avec l'ADEME, et ben, le chargé de mission va vérifier la labellisation du projet avec, comme je vous le disais, le dépôt d'une fiche projet sur, sur le site énergie partagée qui va faire office de preuve que le projet est bien labellisé, et il y a un contrôle qui peut être effectué par l'ADEME également. Et donc voilà, donc globalement le cadre est assez simple, et une fois qu'on est bien dans les clous de la démarche énergie partagée, côté label et côté charte, on peut assez facilement faire cette demande du bonus. Donc voilà pour la partie bonus, et je vois qu'il y a un message, oui, sur les 10%, qui c'est effectivement, oui, par rapport au montant des aides et non par rapport au montant total de l'investissement. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus, mais en tout cas, Hem, on peut peut-être en prendre quelques-unes avant de passer à la dernière partie, témoignage de Christophe. oui, Maxime, moi je voyais justement une question juste au-dessus. Est-ce qu'il y a un montant maximum du bonus citoyen? Est-ce qu'il y a un plafond? Eh ben, pour l'instant, non. Il y a ça tant que le projet est labellisé et respecte la charte, il peut bien prétendre à 10% du montant des aides. Là, D'accord, sachant que sur 2026, pour des gros projets supérieurs à 12 gigawatts crête, ce qui est pour l'instant, on n'a aucun projet de ce type pour l'instant dans la filière chaleur citoyenne. Mais pour des projets supérieurs à 12 gigas, il y a, l'ADEME est en train de réfléchir à une procédure d'instruction spécifique qui ferait que l'attribution d'aide du fonds chaleur serait plus automatique pour ces projets. Il faudrait passer par une procédure spécifique. Et donc, si, bah, comme le bonus est lié à l'obtention du fonds chaleur, s'il y a une procédure spécifique pour l'obtention de la subvention du fonds chaleur, et ben l'obtention de ce label citoyen sera liée au fait que ces plus gros projets bénéficient bien de l'aide du fonds chaleur, mais à partir du moment où ils bénéficient de l'aide du fonds chaleur, ce sera possible d'avoir ces 10% sur la partie citoyenne. OK. Donc là, il y a une correction qui est apportée par, Audrey Thomas. Bonus de 10%, il est calculé par rapport au montant des aides ADEME et non par rapport au montant des investissements. C'est ça qui a marqué dans la Ah oui, c'est ouais, vrai que c'est 10% d'investissement, c'est ouais. une copie là.
Vous me confirmez que c'est une coquille? J'ai la même lecture. Pour moi, c'est bien 10% de bonification des aides. Des Ouais, c'est ça. aides. Ouais, Ouais, voilà, c'était ouais. pas des inve ça correspond pas aux investissements, mais aux Oui, c'est aides. 10% des Donc aides. merci Audrey. Et voilà. Et donc après, donc aide projet citoyen, c'est égal à 1,1, donc 10%. Voilà. OK. Le plafond sur le montant global des aides ADEME. Est-ce qu'il y a un plafond sur les aides ADEME dans le fonds chaleur? Oui, il peut y en avoir dans certains cas. Ça dépend des projets, mais du coup, mais peut-être que Madame Thomas va encore mieux répondre que moi. Je vois qu'elle est en train d'écrire dans le chat. Ouais, et du coup, ça répond aussi à la question précédente de Jonathan Hervé. Du coup, il y a un plafond, en fait, s'il y a bien un plafond des aides ADEME, bah, par ricochet, il y a un plafond aussi du bonus. Oui, OK. c'est-à-dire il rentre dans le cadre en fait c'est ça, des plafonds de l'ADEME, mais il y a pas de plafonnement en soi du bonus. Oui, Genre, et par ricochet, quoi, il ne par dépassera ricochet. pas 10 000 euros. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, par ricochet. Du coup, il faudra corriger on corrigera cette petite coquille juste avant de mettre le support à disposition. Est-ce que du coup là, il est 12h37? On va passer du coup à la présentation suivante. Est-ce qu'on peut régler le diaporama sur voilà, le témoignage du Bourget du Lac? Et donc, Christophe Nicorosi. Bonjour à tous. Bon, je vais pas parler très longtemps, il commence à être tard. Alors je me présente, moi je suis élu sur le Bourget du Lac, donc conseiller municipal responsable des énergies renouvelables. Et on a mené sur le mandat qui se termine un projet de développement d'un réseau de chaleur urbain. Alors j'ai remis là dans une slide un petit peu la temporalité du projet, parce que c'est vrai que c'est des projets qui prennent du temps à se mettre en place. Donc nous, typiquement, ça a démarré fin 2020 avec une association départementale de développement des énergies renouvelables qui nous a accompagnés sur une première étude de pertinence, en fait, de voir est-ce que c'était pertinent ou pas d'imaginer un réseau de chaleur sur notre territoire, qui s'est suivi assez rapidement par des premières discussions avec les copropriétés identifiées qui pouvaient être concernées par ce réseau de chaleur, pour avoir un petit peu un premier retour de leur part. Et puis après, bon, je vous ai mis le détail dans la diapo, mais ça a pris quelques semestres pour arriver à un chantier qui a démarré fin d'été 2024 et une mise en route du réseau de chaleur l'automne dernier, fin 2025. Donc on est bien content du résultat. Et alors nous, fondamentalement, au niveau de l'équipe municipale, je pense que notre vision de ce qu'on voulait faire avec la chaleur renouvelable et avec le bois énergie en particulier, on n'avait pas en tête l'existence, d'ailleurs, si j'ai bien suivi à l'époque, la charte énergie partagée n'existait pas encore, mais globalement, on ne souhaitait pas livrer à un opérateur privé un petit peu trop zélé et cherchant à faire des profits sur la commune. On souhaitait plutôt faire vivre l'économie locale et avoir un opérateur permettant de travailler en gouvernance partagée avec un bon niveau de transparence sur le fonctionnement, enfin le modèle économique. Et du coup, quand on a travaillé sur la consultation en vue de délégation de services publics, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que peuvent se mettre en place un certain nombre de critères dans cette consultation qui vont un petit peu orienter selon les exigences que l'on peut mettre et qui vont faire en sorte que au final on se retrouve effectivement dans les critères de la charte, mais sans avoir à l'époque utilisé la charte comme support. Alors bon, il se trouve que Forestener fait partie de ces opérateurs chaleur citoyens, mais c'est plutôt dans le sens que j'indique que ça s'est passé, c'est-à-dire on a développé un projet avant que la charte n'existe et par contre il répond à tous les critères parce que c'était dans les objectifs fondamentaux. Le réseau qu'on a pu monter, alors je vous mets quelques éléments techniques, mais je pense que c'est pas vraiment l'objet là, vu leur
qu'il est, je vais passer un peu vite sur cette diapo, mais c'est quand même une grosse chaufferie par rapport en tout cas à tout ce qu'avait pu faire l'opérateur jusqu'à maintenant. C'est la plus grosse chaufferie à ce jour qu'il a pu monter. Et s'il y a un élément très spécifique à ce réseau de chaleur que je vous partage tout de suite, c'est qu'on a à terme 10%, globalement à peu près 10% de la chaleur livrée qui doit venir. Je dis qu'il doit venir parce que le système technique n'est pas encore en place, il sera mis en place là, courant du premier semestre 2026, qui va provenir d'une récupération de chaleur fatale. Et ça, c'est vraiment un truc super important et super intéressant de se questionner quand on a un projet de chaleur renouvelable. Est-ce qu'on n'a pas sur le territoire, à proximité idéalement du réseau qui vise à être créé, et ben quelque part un site, nous, alors c'est un site industriel, nous c'est une minoterie, donc un fabricant de farine qui est historique sur la commune et qui rejette de l'air chaud depuis fort longtemps et qui était très intéressé pour contribuer à la transition sur le territoire et du coup qui va permettre pour la période estivale de couvrir les besoins pour l'eau chaude sanitaire et puis sur le reste de l'année d'amener aussi un petit plus de chaleur sans aller brûler du bois là où on peut faire autrement. Donc c'est un peu une spécificité de ce qu'on a pu mettre en place ici. Pour revenir sur... alors Maxime l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, le montage, donc il y a eu une délégation de service public et en fait au moment de la signature de cette délégation de service public, il avait été envisagé dès ce moment-là qu'il y ait la création d'une société de projet donc qui embarque les 5 acteurs qui sont indiqués là sur la diapo. Donc ça embarque donc Forestener, qui est l'opérateur de chaleur citoyenne, la commune, donc du Bourget du Lac, Énergie Partagée Investissement. Alors Savoie Éner, c'est une société d'économie mixte qui est issue du syndicat des énergies de Savoie. Et c'est une structure qui est assez récente, là, qui a été créée il y a 1 an et demi ou 2 ans maintenant. Et également Eau et Soleil du Lac, qui a un collectif citoyen, membre des centrales villageoises. Et c'est donc la centrale villageoise du territoire de Grand Lac. Donc ces 5 acteurs, ils sont regroupés à part égale au centre de chaleur partagée du Bourget du Lac, et c'est cette entité qui pilote le fonctionnement du réseau de chaleur. Je voudrais revenir sur quelques points là qui m'ont interpellé pendant les échanges, et en particulier la notion d'acceptabilité du projet, alors à la fois pour l'équipe municipale, et après, pour le public en général, pour les copropriétés et pour le collectif citoyen, c'est sûr qu'un projet qui répond aux critères de la charte, même si fondamentalement, nous, ce n'était pas dans l'objectif de répondre aux critères, mais c'est parce que ça correspondait à nos valeurs, il est beaucoup plus facile, même si c'est pas un long fleuve tranquille non plus, mais il est quand même beaucoup plus facile à faire accepter qu'un projet qui serait juste porté par une structure privée, un opérateur privé qui serait juste là pour faire un énième réseau de chaleur. Donc nous, c'est vraiment un truc, je pense qu'il y a eu une influence forte, typiquement au niveau du collectif citoyen de la centrale villageoise, qui était à l'origine plutôt tourné vers le photovoltaïque et l'hydraulique. Quand le projet de réseau de chaleur s'est créé, l'opérateur de chaleur citoyenne, vu qu'il avait ambition d'embarquer le collectif citoyen qui existant sur le territoire pour participer à la gouvernance, il est venu rencontrer Eau et Soleil du Lac, et les toutes premières réactions n'étaient pas forcément un enthousiasme fou, parce que les gens qui étaient au sein de ce collectif n'avaient pas de connaissances sur la chaleur renouvelable, parce que c'est un sujet qui est souvent oublié dans les énergies renouvelables d'une façon générale, et il a bien fallu des bonnes discussions à bâton rompu, comme on dit, pour se rendre compte que oui, non, en fait, les valeurs qui étaient portées par l'opérateur chaleur citoyenne étaient tout à fait en phase avec les valeurs portées par le collectif. Et de la même façon, quand il y a eu des réunions avec les copropriétés, les échanges qu'il y a pu avoir, et souvent qui ont tourné autour de certains des critères qui ont été évoqués aujourd'hui, sur la gouvernance, sur les critères environnementaux, sur la gestion de la ressource en bois, on constate que c'est tous ces éléments-là qui font que les gens vont accueillir plutôt positivement ce type de projet. Donc
Voilà, moi, ce que je pouvais amener en quelques mots. Après, je suis prêt à répondre à toutes les questions dans la mesure de mes possibilités. Mais nous, on a suivi le processus sans avoir la charte en amont. Mais je pense que vraiment que ça peut être un plus très clair, au-delà de l'aspect financier, pour qu'un projet puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Voilà ce que je pouvais vous partager en quelques mots avant que ce soit la fin. Eh ben, merci beaucoup. Je ne vois pas encore de questions crépiter sur l'onglet conversation. Je suppose donc que c'était clair. Moi-même, j'ai une question. Du coup, pourquoi il n'y avait pas la charte? Parce qu'elle n'était pas encore sortie au moment de la conception du projet. C'est bien ça, hein? Oui, tout à Ouais, fait. En fait, la consultation pour la délégation de service public, nous, ça s'est fait, oui, je remets le slide en question, c'était en mars 2023. Et si j'ai bien retenu, la charte, elle est sortie en juin 2024, ou quelque chose comme ça. Oui. D'accord. Et question, alors, un peu à la volée, mais je ne sais pas si vous pourrez vraiment y répondre. Et si aujourd'hui, ce projet devait passer par la charte, est-ce qu'il serait du coup labellisé? Oui. Enfin, pour moi, ça fait pas de doute, mais bon, je vais laisser peut-être Maxime répondre là-dessus. Ouais, juste peut-être dire qu'il n'y avait pas encore la charte chaleur bois, mais en tout cas, il y avait déjà le label énergie partagée qui avait été créé, donc le projet a bien été labellisé. Et après, sur les aspects environnementaux, Forest ENR, ça fait partie des opérateurs qui ont aussi participé à la discussion sur l'élaboration de la charte. Donc, les critères qui sont décrits dans la charte, c'est des critères sur lesquels Forest ENR, une dynamique dans laquelle en tout cas Forest ENR était déjà engagé. Donc, c'est des projets qui vont dans le même sens et qui font attention aux mêmes critères que ceux qui sont décrits dans la charte en fait. D'accord. Donc, ok. Donc, effectivement, il faut bien expliquer que le label, là, il existait et que la Ouais. charte, elle vient renforcer les critères du label, ou en C'est tout ça, cas ouais. les Sur la partie des enjeux Le environnementaux. projet, dans tous les cas, il a été labellisé. Et du coup, dernière question de mon côté, hein, après, n'hésitez pas, hein, les participants et participantes, à poser vos questions. Est-ce que rétrospectivement ou rétroactivement, vous avez reçu les 10% supplémentaires du fonds chaleur? Est-ce que vous avez fait appel au fonds chaleur? Est-ce que c'est possible de les avoir, du coup, un peu rétroactivement, non? La réponse est non. Enfin, Ouais, non, on a c'est déjà vrai. eu le cas aussi. Il n'y a pas de rétroactivité. Il n'y a pas de rétroactivité, donc il faut bien. D'accord. Il faut bien. Donc depuis. Et donc c'est depuis quand qu'il existe ce 10%? Depuis début 2025, j'ai pas la date précise, mais ça a D'accord. commencé à être mis en place début 2025. Et pour l'obtenir, c'est pareil, j'ai peut-être loupé dans ce que vous avez dit, mais il faut que la demande soit faite dès le début du développement du projet. Ouais, en fait, c'est pour tous les projets qui font la demande du fonds chaleur, au moment où les projets font la demande pour obtenir la subvention du fonds chaleur de manière globale, les D'accord. porteurs de projets ont la possibilité d'indiquer, il y a un critère, qu'ils sont bien un projet citoyen. Et dans ce cas-là, s'ils fournissent D'accord. les preuves attendues, ils bénéficient de ces 10% supplémentaires. D'accord. Mais C'est au moment de l'instruction de demande de subvention du fonds chaleur, en fait. D'accord. Ok. Très bien. Bon, écoutez, il est 12h49. Moi, je ne vois plus de questions et je vois des gens qui commencent à nous dire un peu au revoir, merci, il faut que j'aille manger. Est-ce qu'on laisse encore 1 minute pour poser des questions? Sinon, moi, je commence déjà les remerciements. Merci Nicolas, merci Maxime, merci Christophe pour ces partages très précieux. Et je vous invite au prochain webinaire
Alors, le prochain webinaire sur les solidarités énergétiques territoriales, moi, je peux déjà vous dire qu'il y en a un le 3 mars, ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas s'il y en aura avant, mais en tout cas, le 3 mars, ça c'est sûr, vous pouvez le noter, avec Énergie Solidaire qui va nous expliquer justement comment les collectivités peuvent agir en matière de solidarité énergétique territoriale. Voilà. Et du coup, à très bientôt. Merci à tous. Et à bientôt. Donc. Merci Julien, merci à tous. À très bientôt. Merci. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous connecter sur la communauté énergie du CNFPT pour pouvoir suivre d'éventuelles questions a posteriori du webinaire. Et puis, voilà, si vous avez d'autres ressources ultérieures à nous partager, elles seront les bienvenues. Merci beaucoup. On pourra mettre la charte en lien aussi là-dessus, je pense. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée.